Oui, merci. Pardon. Bonsoir à toutes et tous. Comme il a été dit, moi je suis rédacteur dans une agence éditoriale depuis un peu plus d'un an maintenant. Je sors à peine de l'école, j'étais encore étudiant il y a quelques mois. J'aurais un peu de mal de mon côté à vous parler de l'aspect technique de l'intelligence artificielle. C'est pas du tout ma spécialité. Moi je viens d'un master de philosophie politique à l'origine. En revanche, peut-être que je pourrais vous parler un petit peu de l'aspect pratique de l'intelligence artificielle dans mon quotidien et aussi du travail que j'avais produit pour le master de gestion éditoriale qui portait justement sur l'intelligence artificielle et sur ses répercussions sur le travail de rédacteur. Euh, alors moi, en tant que rédacteur, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez éloigné de mes préoccupations, en tout cas de prime abord. Euh, J'espère ne pas être remplacé dans les prochaines années par une machine. Ce serait un peu dommage, j'ai que 26 ans. Ça mettrait fin à une carrière à peine commencée. Euh, et c'est vrai que à l'agence, l'intelligence artificielle, enfin, c'est pas vraiment quelque chose dont on a peur. C'est pas quelque chose qu'on imagine pour plusieurs raisons. D'abord, même si en langue anglaise, mais aussi en langue française, on est capable aujourd'hui de produire des textes à partir d'intelligence artificielle. C'est encore loin parce que c'est pas encore tout à fait au point, ou alors parce que ça coûte très cher. Et il y a très peu d'entreprises qui peuvent se permettre de produire des textes avec une intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, de mon côté, l'intelligence artificielle, elle est parfois utilisée pour corriger un texte. Vous connaissez peut-être Antidote, qui est un logiciel français assez connu, qui permet de corriger un texte, de proposer des synonymes éventuellement, de faire remarquer des soucis dans la structure argumentative d'un texte. Ça arrive que je l'utilise. En fait, ça arrive très souvent que je l'utilise parce que, comme vous le savez, c'est assez éreintant de se relire. Euh, Là où ça peut poser problème, en revanche, c'est que cette intelligence artificielle qui est prescriptive, pardon, qui va vous proposer des choses, euh, elle a souvent des sortes de biais. Par exemple, elle n'aime pas trop le conditionnel. Et elle va avoir tendance à vouloir gommer le conditionnel des textes. Elle est très pratique parce qu'elle permet de voir qu'un texte n'est pas très bien construit, s'il n'y a pas assez de mots de liaison, si on se rend compte qu'il y a des cascades de de, des cascades de pour, et que les phrases en fait ne veulent pas dire grand-chose ou ne sont pas agréables à lire. En revanche, il y a toujours ce côté de cette tendance peut-être de vouloir réécrire un texte en fonction de ce que l'éditeur du logiciel considère comme une phrase juste, c'est-à-dire le plus souvent un sujet, un verbe, un complément, et très peu d'autres fantaisies, très peu de relatives, très peu d'autres propositions, ce qui peut amener, selon moi, à appauvrir un petit peu le texte, appauvrir un petit peu le style, et amener, in fine, à une certaine standardisation des textes, qui, à mon sens, est une forme de menace tout de même. Euh, je suis rédacteur pour des contenus de marque, je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain, mais tout de même, il me semble que c'est important d'avoir un peu de respect pour ce qu'on fait, pour ce qu'on produit, et, écrire, c'est quand même voilà, proposer quelque chose et surtout penser à son lecteur qui a peut-être envie de lire autre chose que des sujets verbes compléments. Euh, euh, voilà. Dans mon petit mémoire que j'avais produit pour le master et sur suggestion de Sébastien Clé, on avait entre guillemets proposé une dichotomie entre trois intelligences artificielles différentes. L'intelligence artificielle pardon, analytique, celle dont a parlé Jean Laloux, qui va analyser un texte, qui va éventuellement proposer une analyse lexicale, lexicographique, montrer la valeur des verbes, s'ils sont positifs, s'ils sont négatifs. Il y a l'intelligence artificielle qui va écrire. Voilà, on lui soumet un sujet et elle est capable de rédiger quelque chose par elle-même. En France, on l'a fait en 2015. Le journal a utilisé une intelligence artificielle pour produire des textes sur les résultats des départementales. Voilà, les résultats étaient produits automatiquement en collaboration avec Syllabs, l'entreprise Syllabs, je crois. Ils n'ont pas renouvelé l'utilisation de cette intelligence ensuite parce qu'ils ont trouvé que ça ne servait pas à grand-chose en fait et que les textes étaient, en fait, c'était juste monsieur ou madame a gagné l'élection avec tant de pourcentage face à telle personne, etc.
Et en réalité, les lecteurs du journal n'ont pas trouvé ça très intéressant. Et il y a donc cette intelligence qui va écrire, et il y a l'intelligence artificielle comme Antidote, par exemple, qui elle est prescriptive, qui va vous dire, ben voilà, la phrase là, elle est un peu étrange, il y a un conditionnel, il y a une proposition relative, est-ce que ce serait pas plus simple d'appauvrir pour aller vers quelque chose de très lisse, en fait, et qui fait disparaître toutes les fantaisies qu'on aimerait un petit peu mettre dans les textes. Ça m'amène à une réflexion que j'ai essayé d'avoir après avoir reçu cette invitation. Quand on écrit, quand on est rédacteur comme moi, on oublie peut-être parfois le lecteur, et même avant d'être rédacteur, on est tous lecteurs, et on apprécie lire des textes qui nous respectent en tant que lecteurs, qui respectent notre intelligence, et qui vont nous apprendre des choses. Et cette tendance à peut-être un peu appauvrir la langue, appauvrir les styles, elle me semble être une sorte d'écueil de ce que peut proposer l'intelligence artificielle qui, sans vouloir être conservateur à tout prix, peut proposer de très belles choses, honnêtement, qui permet de corriger des fautes, c'est vraiment une très belle invention. Mais voilà, il y a peut-être un angle mort de l'intelligence artificielle de ce point de vue-là. Autrement, j'ai laissé de côté pour l'instant la question du référencement naturel, qui, comme vous le savez, est une question absolument centrale dans la rédaction des textes pour les marques. Toutes les marques veulent apparaître sur les 4 premiers résultats de Google, parce que c'est les seuls endroits où l'utilisateur va cliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des logiciels ou des applications de suggestion de référencement, d'amélioration du référencement naturel d'un texte. Il y a le 1, par exemple, 1.fr, qui est en fait une application dans laquelle on va glisser un texte, qui va analyser le texte et qui va sortir tout un tas de mots-clés qu'il serait opportun de mettre dans le texte pour améliorer son référencement naturel. Et qui va bien sûr établir un bilan du référencement naturel du texte. Il va dire, voilà, votre texte est bien référencé à 60%, et si vous voulez atteindre le 100%, il faut ajouter tout un tas de mots-clés. Et si en fait on fait l'expérience, je l'ai fait par curiosité, d'ajouter tous les mots-clés, on arrive à des textes qui ne veulent plus rien dire. Et il y a aussi ce côté, si vous voulez, de faire aussi comprendre aux marques qui veulent naturellement être bien positionnées et voir leur contenu visité, que ce n'est pas nécessairement toujours le plus opportun d'être, comment dire, de vouloir être lu par un algorithme, parce que Google, c'est un algorithme qui va classer les textes. Et peut-être parfois, on aurait tendance à vouloir écrire pour Google, pour que Google le classe en premier, en oubliant qu'il y a des lecteurs derrière qui sont normalement la première cible des textes qu'une marque va publier sur son blog, sur son site internet, peu importe. Et il y a peut-être aussi cette tendance comment dire, à sous-peser l'importance du lecteur et à essayer de plaire à Google pour être bien classé. Ce qui m'amène à un autre point. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communication éthique, à juste titre. La communication est souvent perçue comme une tentative d'enfumer un petit peu les personnes. En tout cas, elle est toujours un petit peu suspecte. Elle se confond très souvent avec le marketing. Et il me semble aussi que cette notion de communication éthique, elle s'applique aussi aux personnes qui écrivent et pour qu'elles pensent aux personnes qui vont les lire, mais aussi qu'elles pensent à elles en tant qu'individu écrivant, entre guillemets, parce que écrire, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Par exemple, moi, je travaille beaucoup pour GRDF, Île-de-France, qui produit, ou en tout cas qui commande à l'agence beaucoup de textes sur les gaz, sur le gaz vert en particulier. Et c'est important de faire un effort de recherche, de toujours essayer de proposer quelque chose de nouveau, d'intéressant, de pédagogique, et pas seulement, disons, de s'attacher à écrire pour être toujours référencé bien par Google. Et finalement, un point qui rejoint ce que je dis, qui est une tendance du milieu. Alors, moi je suis rédacteur depuis 1 an, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne pourrais pas
vous parlez des grandes tendances du marché. Seulement, il y en a une toutefois qu'on constate, c'est la tendance à vouloir des textes plus longs, des textes plus denses, contrairement à une tendance qui a existé, qui était de chercher à faire des petits textes parce qu'on imaginait que les lecteurs avaient peu de temps. Et donc, il fallait aller à l'essentiel. Aujourd'hui, contrairement à hier, et aidé par l'algorithme Google, bien sûr, qui aujourd'hui va favoriser les articles longs, euh, on écrit des articles plus longs et surtout on écrit des articles qui vont se compléter entre eux. Si vous voulez, on prend un sujet, par exemple, j'ai travaillé pour Harmonie Mutuelle, pour Essentiel Santé Magazine. On a travaillé sur la prévoyance, la question de la prévoyance collective dans les entreprises, notamment. Et on a écrit un très long article sur la prévoyance qu'on a complété ensuite par des plus petits articles qui vont reprendre des points très précis. Par exemple, la prévoyance collective pour le chef d'entreprise, la prévoyance collective pour les salariés, etc. Ce qui fait qu'on arrive à des textes qui ne sont pas forcément, si vous voulez, cadrés pour être parfaitement reconnus par les algorithmes de Google comme SEO, si vous voulez, designés, quoi. Ce n'est pas des articles qui sont particulièrement bien notés par des algorithmes d'analyse. En revanche, le fait est que en produisant 10 articles sur un même sujet, en fait, chaque article qui se renvoie l'un vers l'autre, qu'on se complète et crée un tout qui sera, lui, en revanche, bien référencé parce que jugé par les algorithmes de Google comme un contenu expert, un contenu qui va essayer de s'attacher à définir tous les points d'un sujet en créant des liens entre les différentes pages d'un site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, vraiment, je précise que je ne veux pas avoir l'impression d'être très conservateur et de rejeter toute l'intelligence artificielle comme ça. C'est une réalité. Dans les arts graphiques, aujourd'hui, on arrive à des choses très surprenantes, très incroyables. Peut-être que vous connaissez l'application DALL-E, dans laquelle il suffit de glisser quelques mots pour ensuite recevoir une peinture dans le style de Delacroix, dans le style de Van Gogh, peu importe. Ça arrivera peut-être pour la rédaction, c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'instant, mais ce sera peut-être une réalité un jour. Je vous remercie pour votre attention.